voilà, moi je veux commencer là-dessus. Je suis avec Maxime Chipoy de Monivox, mais c'est intéressant parce que tu me disais en fait finalement les banques, même dans l'ensemble, les gens sont un peu outrés par les frais bancaires sur plein de choses. Mm. C'est ça, raconte-moi un peu ce que tu disais. Oui, effectivement, les frais bancaires, clairement, moi ça fait 15 ans que je parle de ça, alors que quand on regarde une consommation moyenne, c'est 100 ou 200 euros par an. Et en fait, tout le monde s'en plaint, alors qu'en parallèle, quand vous prenez un forfait téléphonique, ça vous coûte 20 ou 30 euros par mois, et ça vous rend pas forcément moins de services que le banquier. Hmm. Mais le banquier et ses frais sont un sujet tellement complexe, et évidemment, il y a le rapport à l'argent que les Français peuvent avoir qui est toujours très compliqué. Et globalement, beaucoup de Français considèrent que les Français ne devraient pas payer pour leur banque, alors que derrière, il y a un service qui est un service énorme, puisque c'est quand même tout l'argent, toutes vos opérations du quotidien qui passent sur un compte bancaire de manière sécurisée, puisque là, les banques, c'est quand même beaucoup d'investissements sur la sécurité. Mais les Français ont du mal à se dire, et les banquiers ne les ont pas forcément aidés pour ça, les banquiers ont du mal à se dire que ça a de la valeur et qu'il faut quand même payer un minimum pour ça, quoi. Hmm. Donc toi tu dis 10-20 balles par mois pour un compte en banque avec la carte bleue, hein, tu parles Oui, là. bien sûr, Ouais. en frais bancaires moyens mensuels, c'est pas scandaleux. C'est pas débile, ouais. Ouais, c'est plus problématique quand le découvert commence à se creuser et que là, on peut avoir 100 ou 200 euros de frais sur un mois. Là, on peut vraiment se poser la question de la légitimité de ces frais. Mais Et au tu dis, quotidien, c'est pas plus gênant que ça. mais tu disais que finalement il y avait d'autres endroits où c'était vraiment plus problématique, quoi. Oui, on parle beaucoup des frais bancaires parce que ça énerve tout le monde, mais en fait, il y a beaucoup d'endroits où les Français perdent énormément d'argent. Enfin, pour moi, un de mes chevaux de bataille, c'est vraiment l'assurance vie, où les Français ont très majoritairement des assurances vie qu'ils ont achetées auprès de leur banquier du coin, le banquier qui leur a refilé au premier rendez-vous venu, Hmm. et qui en fait sont des assurances vie qui sont extrêmement chargées en frais. On a fait l'expérience récemment, on a fait le calcul. À chaque fois que vous mettez 100 euros sur une assurance vie, il y a ce qu'on appelle les frais de surversement. Donc Votre c'est le banque, droit d'entrée en fait, oui, c'est finalement. ça, Ouais. c'est le péage qu'on vous fait payer pour rentrer dans l'assurance vie. Vous mettez 100 euros, en moyenne, vous n'aurez que 97 euros sur le compte. Ok. Vous allez mettre 3%. 1 ou 2 ans à récupérer votre mise, ne serait-ce qu'à revenir à zéro. Ouais. Sachant que l'assurance vie, on vous la vend sur 8 ans, normalement. On vous dit que c'est fait pour durer 8 ans. Et mis bout à bout, juste ces frais-là, ça fait déjà 3 milliards d'euros par an. Donc 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui partent en fumée, alors qu'en parallèle, sur Internet notamment, vous avez des contrats qui sont tout aussi bien voire même mieux en fait, que les assurances vie bancaires, où ces frais sur versement n'existent pas. C'est totalement zéro. Hmm. Donc l'investissement, il démarre dès le premier jour, alors que là, il faut attendre Et un après en an et plus demi. t'as des frais à la sortie, des frais tous les ans de tenue de compte ou quand même pas? Ah si, sur les assurances vie, il y a des frais de gestion, des frais d'arbitrage, des frais sur les unités de compte. Alors sur les fonds euros, c'est retiré, mais sur les unités de compte, il y a des frais. Et nous, ces 3 milliards, c'est juste sur les frais sur versement. Donc si on fait le cumul, c'est encore des milliards Incroyable. supplémentaires, quoi. Oui, donc en fait, voilà, ce que tu dis là, pour commencer cet épisode, c'est qu'on va être vraiment concentré sur les cartes bancaires, Ouais. parce que c'est quand même un sujet dans le sujet, mais c'est que faut quand même se concentrer sur les bonnes choses dans les économies. Moi, je te rejoins en effet assez sur l'idée que les banques, bah, c'est une épine dorsale Mm. incroyable et nécessaire et qui fait un travail de fou pour notre économie. Euh, Ce que je trouve difficile à concevoir, c'est qu'en fait, tu viens d'un monde où il y avait beaucoup, beaucoup d'humains. Donc tu te dis, bon, bah, en effet, c'est facile à voir. Tu vois, il y a des gens, il fallait que qu'ils soient payés, etc. En effet, la tech, c'est pas indolore, hein. Financièrement, Ouais. ça coûte. Et puis, ce sont des investissements permanents. Mais ce qui est très délicat, je trouve, entre les anciens et les nouveaux acteurs notamment, c'est que ben aujourd'hui, dans les anciens acteurs, tu vas me dire si c'est pareil après sur les cartes bancaires, mais tu as des technos qui sont moins bonnes, qui sont. Mais enfin, j'ai eu cette discussion cette semaine sur des comptes pro que je suis en train Mm. de fermer. Mais je dis à ma banquière, mais je lui dis, mais en fait, vous vous rendez compte, ce truc qui me coûte 140 balles par mois, je vais l'arrêter, mais pourri, mais genre, pour me connecter à ce truc-là, je peux mettre littéralement 30-40 secondes si je veux créer un compte pour un collaborateur, un machin. Enfin, limite, on est à 5 autour de la table, on n'y arrive pas, Ouais. alors qu'on est tous dans le digital. Et elle, là, elle me regarde, elle tombe des nues, elle me dit, ah, mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Je lui dis, mais c'est une blague. Juste, c'est une Ouais. blague. Tu te demandes s'ils n'ont pas été formés pour dire ça, tu vois. Oui, Donc, puis
à quel moment ils parlent à leurs clients aussi, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où tu te dis, dans certains endroits, tu payes plus cher des trucs qui sont moins bien. Ouais. Et en fait, il y a eu des histoires de transfo quand même un peu foirées. Et peut-être, dernière chose que tu pourras commenter, c'est qu'il y a eu un énorme manque de transparence. Je pense que c'est ça que beaucoup de gros réseaux reprennent dans la gueule. C'est que les frais cachés, les trucs où à la fin, en fait, tu te rends pas bien compte. Mais en effet, on te dit Ouais. tu vas faire beaucoup d'argent et puis à la fin, tu te rends compte que le seul qui a fait de l'argent, c'est pas toi, c'est le banquier, en fait, en l'occurrence. Ouais. C'est un peu le truc qui a créé un climat de méfiance, non? Alors, la transparence, elle a clairement été imposée de l'extérieur par les associations de consommateurs, par le régulateur, les pouvoirs publics. Je pense que le sujet, c'est surtout un gros manque de pédagogie. Enfin, les banquiers n'ont pas du tout expliqué quel était leur boulot et ce qu'ils faisaient pour le client au quotidien. Globalement, aujourd'hui, un banquier qui vous appelle, c'est plutôt une convocation, soit pour vous engueuler parce que vous êtes à découvert, soit pour vous pousser très fortement à ouvrir un produit parce qu'il a de la bâtonnite à faire derrière. Mm. Donc ça a transformé... Il n'y a plus de conseils. Voilà, en fait. c'est ce que j'allais dire. Le conseiller que beaucoup de Français ont connu dans les années 80-90, quand les banques étaient encore parapubliques, il est complètement mort. Aujourd'hui, un banquier, c'est un commercial. Et malheureusement, beaucoup de Français n'ont pas encore compris que ça se passait comme ça. Et un commercial qui, en plus, s'appelle un conseiller, mais qui est un conseiller qui n'est pas indépendant, puisqu'il va vous vendre essentiellement des produits de sa banque. Uniquement. Uniquement. C'est sûr. Et puis l'autre sujet, enfin, voilà, je peux vous en parler 3 heures de la sociologie du banquier, du rapport du banquier, des Français avec le banquier. Mais ce que tu disais sur la transparence, le banquier, ça fait partie des rares commerçants qui ne vous envoient pas de facture avant de vous prélever de l'argent. Et tu sais, je pense à ça parce que toi aussi, tu as des rapports, et puis vous, votre groupe, parce que donc Monivox appartient à, tu m'as dit, Au groupe Meilleur le Taux. groupe Meilleur Taux. Vous avez aussi des rapports extérieurs avec nos amis banquiers. Moi, je n'ai pas de honte à dire, j'ai des amis banquiers, etc. Puis je dialogue au quotidien. Ouais. Mais quand, par exemple, là, je te reprends, je dis uniquement les produits de la banque, honnêtement, enfin... C'est vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est que je les imagine. J'ai fait un euphémisme, mais c'est vrai que la réalité, c'est qu'ils ne vendent que leurs produits. Ceux qui nous écoutent et qui se disent ils sont vaches, etc. Non, Ouais. c'est vrai, Ouais. point. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a un moment, si tu me dis non, je vais te vendre les meilleurs produits, je vais te vendre la meilleure SCPI, et je m'en fous, parce que celle qui a été la meilleure ou celle que j'estime sera la meilleure sera celle-là, et c'est pas celle de ma banque. Bah là, je serais satisfait, en fait. Et il y a un moment, c'est ce vers quoi il faut tendre. Oui, et c'est un discours que tu n'entends jamais de la part d'un banquier. Jamais un banquier ne te dira non, désolé, sur l'assurance vie, je ne peux pas m'aligner, celle d'à côté est bien meilleure, allez à côté. C'est ce qu'on voit quand même chez beaucoup de commerçants qui vous diront non, là, c'est pas moi qui ai le meilleur matos, allez plutôt, pour votre besoin spécifique, allez plutôt à côté, quoi. Tout à fait. Bon, on va rentrer dans cet épisode sur les cartes bancaires. Maxime, toi, tu diriges Monevox. Tout à fait. Monevox, c'est quoi ? Alors, Monevox, c'est un site d'information qui est spécialisé sur les questions d'argent. Donc, on fait plusieurs types de contenus. On a des actualités. Voilà, ma rédaction, on est une quinzaine de personnes. La moitié des gens, c'est des journalistes qui écrivent tous les jours entre 10 et 20 articles d'actualité pour parler des finances personnelles, des crédits, des impôts, de la retraite, des placements. On a aussi ce qu'on appelle, nous, des pages froides, qui sont un petit millier de pages explicatives, un petit Wikipédia, pour expliquer qui est Boursorama, c'est quoi un PER, c'est quoi la fiscalité de l'assurance vie. Qui a la martingale ou pas ? Pas encore, attends. Du coup, on va peut-être faire une page, effectivement. Et c'est des pages qui ont la caractéristique d'être toujours totalement à jour, puisqu'on a un système en interne, un back-office qui est très bien foutu, qui fait que dès qu'il y a le moindre changement d'une réglementation sur la fiscalité de l'assurance vie, le lendemain, la page sera totalement à jour. Okay. Et puis, on a aussi un forum de discussion sur lequel des gens viennent poser des questions sur leurs finances perso et sur lequel toute une communauté avec des modérateurs viennent répondre et apporter des éléments. Ok, Monivox, on est sur monivox.fr. C'est gratuit ? C'est totalement gratuit. Tu gagnes ton argent comment ? Des sponsors, gagne mon argent. Des banquiers qui te mettent de la pub dedans et... Plein de banquiers, plein d'assureurs, plein de vendeurs de produits de défiscalisation. Voilà, on a une 60aine de partenaires, aucun qui est suffisamment significatif pour pouvoir nous dire quoi faire. On gagne notre vie
avec les comparateurs qu'on a au sein du site, puisqu'on a l'actualité, les fiches dont je parlais, et aussi des comparateurs, une quarantaine de comparateurs pour comparer les meilleurs produits voilà, sur l'assurance vie, le PER, le compte bancaire, le crédit immobilier, Ouais, des donc choses comme ça. je vois des comparatifs, banque moins chère, livret d'épargne, crédit conso. Et donc Exactement. là-dessus, tu fais de l'affiliation, c'est ça, Je non? fais de Ok. l'affiliation, voilà, nos lecteurs regardent les caractéristiques des différents produits et si ça les intéresse, ils vont voir le partenaire et après L'affiliation, décider. pour ceux qui connaissent pas, c'est que quand vous passez par Monivox pour aller devenir client chez une banque ou Mhm. chez un... Voilà, Monivox touche un fee. C'est assez traditionnel sur le monde d'Internet. Ce qui est très important, je pense, j'espère, on n'en a pas parlé avant, mais c'est d'être d'être totalement transparent, c'est-à-dire de ne pas promouvoir ceux qui te donnent le plus d'argent, mais Ouais, de mettre en avant quand tu fais un classement, par exemple, les moins chers. La tentation pourrait être de dire, bon, ben, le moins cher, le problème, c'est que souvent, comme il prend moins de frais, il a moins d'argent à distribuer. ouais, Donc, il va être numéro un dans ton classement, mais c'est celui qui va le moins te payer. ouais. Évidemment, quand tu mets le moins cher, c'est le moins cher, quoi. C'est pas parce qu'il te donne plus d'argent. Ah oui, complètement, oui. Nous, de toute façon, on a une règle très simple, on ne met pas sur Monevox des produits qu'on ne pourrait pas vendre à nos parents. Ok. Donc, il n'y a absolument rien de sale chez nous. Et on a refusé évidemment beaucoup de propositions, notamment, je parle Tu t'entends notamment. bien avec tes parents, juste pour Oui, comprendre? oui, oui, c'est vrai que c'est une Je les précision qui est déteste. utile. C'est vrai. Non, c'est une précision qui est utile. Non, non, je m'entends très bien avec mes parents. Non, non, mais par exemple, on a eu de nombreuses propositions de plateformes de crypto non régulées Ah oui, j'en ai eu à aussi l'autre pas bout du mal. monde. Ouais. Bah, On va faire j'imagine. une ICO, tiens, propose ça à ta communauté, Ouais, pas cher. Ouais, ouais. ouais, on aurait J'en pu connais qui gagner, l'ont fait d'ailleurs. 100 fois plus par Ouais. clic sortant Ouais. qu'avec les partenaires qu'on a actuellement, mais au moins aujourd'hui, on arrive à dormir sans problème. Voilà, très important ces questions à vous poser quand vous écoutez des influenceurs sur Insta, sur TikTok, quand vous voyez voilà, qui a du skin in the game, est-ce qu'il a intérêt, est-ce qu'il gagne plus que moi, est-ce que... voilà, et donc Mhm. au moins, déjà il y a une forme de déclaratif, j'essaie d'être un maximum transparent, tu l'es aussi. Les cartes bancaires. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une carte bancaire? Il y a plein de choses. Moi, il y a un truc, quand tu vas aux États-Unis en particulier, on te parle des cartes de crédit, cartes bancaires, cartes... moi, aujourd'hui, je voudrais comprendre rapidement comment ça fonctionne. Ouais. Et quelles sont les meilleures, les moins chères, les plus adaptées. Alors j'imagine, après, il y a quand même des différents besoins. Mais voilà. Je vois 3 grands réseaux, mais j'imagine maintenant il y a les Russes, il y a les Chinois aussi, mais Ouais. donc on va avoir American Express, Mastercard, Visa. Il n'y a pas de réseau français. Ah si, peut-être. Bon, bref, voilà, raconte-moi ce que c'est. L'histoire de la carte bancaire, Ok. peut-être pas au sens large. Mais... L'histoire de la carte bancaire, c'est l'histoire de la carte à puce. On va le faire très rapidement, hein, Ah, ça, c'est français, ça. c'est français, effectivement. Enfin, Moreno. Exactement. Un des modèles de carte à puce était français, c'est celui qui s'est largement imposé après. Je sais plus, je crois qu'on a fêté les 50 ans de la carte à puce là, Ok. l'année dernière ou au début de l'année. Donc ça commence à faire, mais effectivement, ça date des années 70. Un système qui permet de vérifier, d'authentifier une opération, d'être sûr que celui qui possède la carte à puce compose son code, et si le code est composé, on est sûr que c'est bien lui et on autorise la transaction. Ok. Donc ça sert à plein de choses, et ça sert en particulier aux transactions bancaires, puisque la carte à puce, ça vous permet, évidemment vous le savez, la carte bancaire, ça vous permet de faire des retraits d'argent liquide à des distributeurs, de faire des paiements auprès des commerçants, et de faire de plus en plus des paiements sur Internet, même si pour le coup, ça passe pas du tout par la puce. Ok, oui, bien sûr. Ce qui explique aussi pourquoi il y a de la fraude sur Internet. Parce que, quoi qu'on en dise, la carte à puce, qui est quand même un système génial, n'a jamais été fraudée. Ok. Le taux de fraude sur les cartes à puce, il est de 0,0010%. Et quand il y a de la fraude, c'est uniquement parce que quelqu'un a laissé avec sa carte le code confidentiel. Ok. Mais les codes confidentiels n'ont jamais été craqués. Ça a même amené des histoires assez rocambolesques avec la CIA qui s'est mis à un moment, je ne sais plus, dans les années 90, je crois, à prendre des parts de GM+, qui était un des acteurs français de la carte à puce, pour savoir comment on pouvait craquer la carte à puce. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Enfin, ils ont réussi puisqu'ils ont eu, grâce à cet achat, ils ont eu tous les plans de la carte à puce, mais sinon, ils auraient eu du mal à y arriver. Ok. Donc ouais, quand on achète en ligne, c'est juste des séries de codes qu'on associe et qui sont vérifiés dans une base de données. Enfin, juste. Alors, c'est les codes de la carte bancaire, hein, Ouais. vous les connaissez. Les codes avant, la date d'expiration, le CVV derrière. Ouais.
Et de plus en plus, maintenant c'est obligatoire, le fait de recevoir une notification sur votre portable pour être sûr que c'est bien vous qui êtes en train d'utiliser 3D Secure, c'est ça? Exactement, et qui marche très bien. Et le nom, d'ailleurs, je me posais la question. Si je mets un mauvais nom, il sert à quelque chose? Il vérifie le nom? Je suis pas sûr. Très honnêtement, je ne sais pas et je ne pense pas. Parce que de temps en temps, je mets. Ouais. Bon, je mets pas Ginette Moulin, hein, mais pardon, c'est un mauvais. Ginette Moulin, non, ça va, ça passe. Non, je croyais que c'était sur une histoire d'affaires sordide en ce moment. Ouais. Non, je mets pas n'importe quoi, tu vois, comme nom. Mais en l'occurrence, il y a des moments où je vais trop vite, où je mets le nom d'une boîte au lieu du nom d'une autre. Et, Ouais. ça Non, passe. je pense que c'est pas vérifié, d'autant plus que le nom, on le met pas tout le temps. À mon avis, c'est plutôt pour faire des vérifications a posteriori, si jamais il y a une plainte ou une fraude, pour voir si le bon nom a été mis. L'idée, c'est quoi? C'est que donc j'ai un compte en banque, dans une banque. Il y a une carte bancaire qui est un acteur tiers, un réseau, tu vas m'expliquer comment. Il va chercher une information sur mon compte pour voir si j'ai de l'argent. Pas toujours. Ok. Et il va voir si c'est bien moi. Et puis il va faire un transit d'argent. Donc c'est une sorte de tiers de confiance. C'est ça? Comment ça Alors, la carte bancaire, c'est un outil utilisé par ta banque pour autoriser une opération sur ton compte. Ok. Quand je te disais pas toujours, c'est l'un des succès de la carte bancaire est dû au fait que quand tu composes le code confidentiel et que ce code est bon, le banquier, le système de paiement va considérer qu'a priori ton opération est légitime. Et ça, c'est aussi le fruit de l'histoire à l'époque où les télécoms étaient beaucoup plus chers. On ne demandait pas à la carte bancaire d'aller toujours regarder s'il y avait le montant sur le compte, parce que ça coûtait trop cher en frais de télécom. Mais on considérait que si le code était composé, c'était bon et que c'était bien toi et qu'on allait faire l'opération, même éventuellement si tu n'avais pas l'argent sur ton compte, tu allais te débrouiller après avec ton banquier. Okay. Donc c'est un système qu'on appelle semi-offline où il n'y a pas toujours une interrogation du compte. Mais comme tu disais, il y a plusieurs types de cartes. En France, la plus fréquente, la plus basique, c'est la carte de débit où à chaque fois quand tu vas autoriser une opération, le montant va être retiré directement de ton compte avec parfois 1 ou 2 jours de délai puisqu'il y a entre ce que je te disais sur le fait que le compte devait être interrogé, il y a ça, mais il y a aussi le fait que le TPE, le terminal de paiement du commerçant, certains ne font pas toujours ne font pas passer toutes les opérations en direct. Okay. Parfois, il faut attendre que le commerçant finisse sa journée, qu'il pose ça sur le socle, et là toutes les opérations passent. Qui se connecte à Internet. Exactement. Mais ouais, mais sur certains commerces à distance. Oui, non, mais ça paraît idiot, mais en plus, il y a peut-être des endroits où, en effet, tu es en zone blanche, et pourtant, tu vois... sur les marchés, les choses dans comme les ça, avions, de temps en temps, tu avais des opérations qui se faisaient... qui se font en carte bleue, ils ne sont pas connectés, je crois. Après tout. Oui, non, je pense pas, effectivement. Ok. Donc, ça, c'est vraiment la version de base, c'est la plus fréquente en France. La version intermédiaire, qui est l'autre version la plus fréquente en France, c'est la version à débit différé. Okay. Donc là, tu vas faire tout un ensemble d'opérations d'achat, de retrait par mois, surtout les achats. Et à la fin du mois, c'est l'ensemble de tes paiements qui vont passer en une seule fois sur ton compte bancaire. Donc techniquement, réglementairement, c'est une carte de crédit parce que la banque te fait crédit pendant quelques jours de tout l'argent que tu as dépensé pendant le mois. Mais concrètement, c'est quand même débité de ton compte, il n'y a pas d'intérêts qui sont versés, etc. Okay. C'est important de dire que c'est une opération de crédit parce qu'il y a des histoires de commissions derrière pour les banquiers qui sont différentes. Et enfin, tu as la vraie carte de crédit qui est très très minoritaire en France et très très majoritaire aux États-Unis, où tu vas dépenser de l'argent qui ne t'appartient pas et que tu vas rembourser au fur et à mesure avec un taux de Cofidis, Sofinco, tous ces trucs-là qu'on a en France. En France, ça passe beaucoup par ça. Il y a eu, il y a quelques années, mais ça s'est un peu calmé, des cartes que les banquiers appelaient double action, où tu avais à la fois du débit et du crédit, type Sofinco, Cofinoga, etc. C'est notamment BPCE qui a beaucoup fait ça et c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup plu aux clients parce que très souvent ils se plantaient, ils n'étaient pas très bien informés, voire pas du tout informés. Souvent on les équipait de cette carte sans leur en parler quand la carte de débit traditionnelle arrivait à échéance. Voilà, tu recevais une nouvelle carte, tu voyais pas forcément qu'il y avait marqué crédit dessus, puis tu arrivais au Carrefour, tu devais payer tes 50 € de course et on te disait appuyer sur 1 ou 2. Bon, tu
pouvais faire une erreur et puis là, Moi, j'ai 2, allez. voilà, au Plouf, pif, plouf. et puis tu te retrouvais avec un crédit activé et des mensualités à payer, ce qui n'était pas Surtout que forcément le très crédit agréable. conso, là c'est ce dont on parle, hein, Ouais. c'est cher quoi. Les taux, quand le reste du monde est à 1%, toi tu es à 5 ou 6 quoi. Je sais pas, mais Alors non, c'est même le crédit renouvelable en France, il est à globalement 20%, ouais, 15-20%, ok. 15% si on est vraiment un bon client et qu'on s'est un peu organisé avant. Alors qu'un crédit conso traditionnel, Quatre, c'est cinq, ouais. 5-6%, voilà, c'est ça, ça dépend un peu des mois. Ok. Euh, C'est le revolving, c'est ça, le crédit ouais, renouvelable. Ok, le d'accord. renouvelable, c'est l'ex-revolving, mais on n'a plus le droit de l'appeler comme ça, ce que les banquiers appelaient, ou les Sofinco Co appelaient aussi des réserves d'argent. Ok. C'est ce qu'on peut trouver de plus cher en France. Après, pour relativiser, quand on va dans les pays anglo-saxons, il y a parfois des taux d'intérêt, notamment avec ce qu'on appelle encore les payday loans, où on te prête un peu d'argent, on te prête 100 ou 200 livres pour 2 ou 3 jours pour que tu fasses ta fin du mois. Tu dépenses 100 livres et tu auras 50 livres à payer 3 jours après au titre des frais. Donc ça fait des taux T'es d'intérêt vraiment malades. dans le crédit de la rue, là, hein, à l'ancienne, hein, comme ça se fait encore en Afrique, où en fait, on te prête en début de semaine, en fin de semaine, tu rends Ouais, quasi le double, quoi. ouais, ouais, Enfin, c'est ça. Bon. Et encore, ça a été réglementé, hein. Je crois je pense qu'on doit atteindre du 100% de taux d'intérêt, mais il y a quelques années, c'était encore bien pire dans ce type de pays-là. Ouais. incroyable, je savais pas que ça se faisait dans des pays développés. À la fois, tu sais quoi, à la fin, je veux dire, t'es entre adultes consentants à partir du moment où tu le fais en pleine conscience et pleine information. Mm. Je veux dire, tu vois, tu as des gens qui le font pour aller jouer ou faire. Enfin, je veux dire, moi, demain, on me dit, tu me prêtes de l'argent, tu me prêtes 100 balles, je t'en range 200 dans 3 jours. Je te dis, bah vas-y, banco, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. tu vois, il Non, faut mais aussi se mettre de l'autre. Mais ce qui est c'est important, un c'est de vrai le sujet savoir. philosophique. Hein. C'est un C'est de vrai le sujet savoir. philosophique, effectivement. Après, il y a aussi la contrainte économique qui fait que parfois, tu n'as pas d'autre choix que d'emprunter, donc en l'occurrence à 20%. Après, quand on regarde, juste petit aparté sur le crédit consommation, quand on regarde les dossiers de surendettement, la situation du flambeur qui a emprunté, qui a Oui, bien utilisé sûr. sa carte, elle est ultra Non, mais minoritaire. non, après, en revanche, il y a les gens qui se. Il y a des gens qui sont en PLS dans la vie, ça c'est Ouais, sûr, et qui ouais. n'ont pas eu de chance, ou il y en a beaucoup. Mm. Moi, ce que j'ai vu enfin, tu vois, alors, soit des enquêtes, soit j'avais notamment un de mes potes qui était directeur financier de Foncier à un moment. Et il disait, en fait, il y a des gens qui sont aussi total irresponsables. Enfin, je veux dire, Oui, oui, bah, ça qui existe, juste font pas, clairement. qui sont dans la lune. Alors, Ouais. est-ce qu'ils sont adultes consentants probablement, mais peut-être pas suffisamment. Ils devraient peut-être être interdits de gérer de l'argent, même personnellement. Mais il te dit, en fait, quand ils voient de l'argent en début de mois sur leur compte Ouais. et qu'ils n'ont pas payé leur loyer, ils zappent, ils vont s'acheter une télé, ou justement, ils vont au casino, ils font des trucs. C'est pas des flambeurs, c'est juste que. euh, Oui, bah, le rapport à l'argent, il est compliqué. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que notamment, il y a il y a des personnes qui ont bac plus 10. Il y a énormément de médecins, par exemple, qui ont des problèmes de surendettement ou des problèmes de gestion financière parce qu'ils ont été formés 10 ans à la médecine, mais ce n'est pas pour autant que ce sont des spécialistes de l'argent hmm, et des gens bien conseillés sur l'argent. bon. On va partir sur du débat philosophique, Ouais. on va s'arrêter là. Débit immédiat, débit différé. Euh, Crédit. voilà, crédit, donc en effet, j'imagine qu'on est plus dans des cartes qui sont destinées à des populations plus pauvres. Ouais, Alors, les cartes de crédit, aujourd'hui, effectivement, en France, c'est destiné plutôt à des populations pauvres, ce qui est là encore un paradoxe. un paradoxe et puis un détournement du système, puisque les premières cartes de crédit étaient faites pour des gens très riches qui pouvaient justement flamber Hmm, et rembourser 3 jours après sans que ça leur pose de problème. ouais. C'est devenu aujourd'hui, enfin, c'est pas les banquiers qui vous vendent des cartes de crédit aujourd'hui en France, c'est vraiment les grands magasins qui vous incitent à prendre ces cartes-là pour faire du 5, 6 fois ou 12 fois sans frais ou profiter d'une réduction exceptionnelle. Donc, Oui, alors en effet, on parle de paiement fractionné aussi en ouais, ligne. Il y a plein d'acteurs, ouais. Klarna, enfin, il y en a plein, en effet. Euh, bon, après, c'est toujours pareil, tout dépend qui paye. Je veux dire, tu te mets de l'autre côté de la barrière, t'es consommateur. T'as un peu d'argent quand on te dit payer en 12 fois sans frais. Techniquement, Ouais. financièrement, c'est pas complètement idiot. Si Non, derrière. Mais en revanche, c'est comme tout. Si on arrive à avoir l'hygiène de vie et la discipline pour ne pas hmm, déborder, une carte de crédit, ça peut être un super instrument. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent
soit ils ne savent pas le faire, soit on leur a mal expliqué, soit ils ont une situation qui fait que ça devient une solution de facilité. Et en fait, tous ces gens qui ont du mal à payer à partir du 25 du mois, s'ils utilisent ces cartes-là, le mois suivant, c'est à partir du 24. Et puis à la fin, je veux dire, sauf plein de grands financiers, etc. Moi, je suis entrepreneur, j'ai eu des boîtes, tu vois, jusqu'à 100 personnes, etc. Quand même, tout ça, ça t'embrouille. Je veux dire, à un moment, moi, limite même le crédit, le débit différé. Moi, je préfère un débit immédiat. Je me dis, mais tu sais quoi, en fait, plutôt que de me retirer l'argent à la fin du mois, à gagner 20 jours, 30 jours, mon banquier m'expliquait, bah oui, mais quand même, c'est un truc, c'est cadeau pour vous, etc. Et tu sais quoi, moi, je sais combien j'ai sur mon compte à l'instant T, je suis content, je sais combien. Autant je fais des crédits plein pour acheter des biens immobiliers, autant sur tout ça, je trouve qu'à un moment, tu sais plus trop où t'en es, quoi. T'as fait un paiement 12 fois sans frais sur ce truc, t'as acheté la voiture comme ça, t'as machin. À la fin, tu sais plus si t'es positif ou négatif dans ta vie, quoi. Alors, c'est sûr que le débit différé, c'est tout de suite plus compliqué que le débit immédiat. Il vaut mieux ne pas avoir 4 cartes de débit différé, sinon on s'en sort plus. Et qu'à un moment, c'est quand même mieux quand ça reste simple. Alors, quels sont les acteurs sur ce marché et qui est-ce qui gagne, qu'est-ce qui paye? Est-ce que c'est que les grands réseaux de cartes? Est-ce que les banques qui gagnent de l'argent? Est-ce que c'est que le commerçant qui paye? Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça fonctionne tout ça? Alors, in fine, c'est toujours le consommateur qui paye. Ça, c'est clair. Tu le sens pas forcément passer parce qu'on t'envoie pas de facture, mais tu vas le payer. Tu vas le payer sur la facture de tes produits. Avec le prix de vente de ton produit, tu as une petite partie qui est due au paiement par carte bancaire. Donc, comment ça se passe? Donc, effectivement, aujourd'hui, en France, il y a, on va dire 4 acteurs. Tu as l'acteur national qui est carte bancaire. CB. Le CB Petit truc bleu, là, c'est ça? Alors, le CB qu'on voit sur toutes les cartes, beaucoup de cartes bancaires en tout cas, ça ne veut pas dire carte bleue, ça veut dire carte bancaire. C'est le groupement des cartes bancaires qui, en fait, est le réseau national français qui est utilisé aujourd'hui dans la plupart des transactions en France. Donc, quand tu as une carte française et que tu payes chez un commerçant français, généralement, alors Mathieu qui regarde ses cartes. Alors, j'ai une Infinite BNP Paribas. Ouais. Là, il y a marqué CB. Exactement. Donc, s'il y a marqué CB, c'est que tu peux utiliser le réseau français. Et Visa. J'ai une Sumeria noire. Qui ne doit pas être co-brandée. Non, elle n'est pas CB. Il y a marqué Génération Do It Yourself Forever, mais ça, c'est autre chose. Parce qu'on peut la personnaliser. Elle n'est pas CB, ça veut dire qu'elle n'est pas CB ou c'est juste que c'est pas marqué? Ah, si c'est pas marqué, elle n'est pas CB. C'est-à-dire que quand tu vas payer chez ton commerçant en France, tu vas utiliser le réseau qui est marqué sur ta carte, donc en l'occurrence Visa. Et aujourd'hui, la plupart des cartes françaises encore sont co-brandées, c'est-à-dire que tu as à la fois CB qui va être utilisé quand tu vas faire un paiement en France et Visa ou Mastercard généralement quand tu vas aller faire un paiement à l'étranger. Et j'ai 2 cartes Conto pour 2 boîtes différentes, une One, une Plus. Elles sont Mastercard, débit, c'est marqué sur chacune. Ouais. C'est marqué débit sur les autres, je sais pas. Non. Et débit. Et celle-ci, elle de sont mémoire, pas la CB non seule plus. obligation, c'est que si c'est une carte de crédit, enfin débit différé étant considéré comme crédit, donc débit différé ou crédit, il y aura marqué crédit dessus. Ok. Mais il n'y a pas d'obligation de marquer débit. Pardon. Donc on a CB et qui peut être CB et Visa. Donc cette BNP Paribas, elle est CB et en fait, les cartes CB tout seul, ça n'existe plus. Ce seraient des cartes qui ne seraient utilisables qu'en France. Et voilà, si tu vas en Belgique, tu ne pourrais pas utiliser ta carte. Donc aujourd'hui, la grande majorité des cartes sont des cartes co-brandées. Donc CB et Visa ou Mastercard ou Amex. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'Amex n'a pas de carte CB. Okay. Et ça veut dire que quand tu payes en France, généralement, tu utilises le réseau CB. Quand tu pars à l'étranger, tu utilises le réseau Visa ou Mastercard. Et les Allemands, ils ont un réseau CB national, quoi. Ils ont leur réseau voilà, aussi. Ils ont aussi leur réseau. Tous les pays européens n'ont pas forcément leur réseau, mais l'Allemagne en a un. Et CB en France, c'est national, c'est public, c'est privé, c'est une boîte privée? C'est juste un Visa qui n'a pas réussi à être aussi fort que Visa ou... C'est un Visa qui est resté français, qui est de mémoire possédé par l'ensemble des groupes françaises. Donc en gros, les Américains ont encore gagné, quoi, avec Visa et Mastercard et Amex en fait. C'est un peu Exactement, ça. malheureusement. Okay. Ouais. Donc ça, c'est les 3 autres réseaux. Ouais. Ok. En France, historiquement, c'est Visa quoi, qui a gagné quand même, hein, si je comprends. Alors, Mastercard, on les voit un peu en business maintenant, mais... Ouais. En France, historiquement, c'est avant tout CB qui a gagné, puisque c'est quand même aujourd'hui la grande majorité, ça doit être 80% des paiements encore. Sachant qu'ils ont quand même perdu un peu des plumes, puisqu'il y a
il y a 15-20 ans, ils étaient à 95% des opérations nationales. Quand tu vois que ma carte, tu Mais mets comme elle a pas cédé. exactement. En fait, Visa et Mastercard ont fait une belle offensive à partir du début des années 2000. Ils ont, j'imagine, cassé les prix et des nouvelles banques et aussi des banques internationales. Hein. C'est aussi parce que CB, ça leur paraissait être un peu le village gaulois. Visa et Mastercard ont fait des opérations auprès de ces nouvelles banques et aujourd'hui, beaucoup de clients ont du Mastercard only ou du Visa only dans leur portefeuille. Alors, sachant qu'il y a des trucs qui nous paraissent totalement. On viendra après sur les prix, mais qui nous paraissent juste. Tu arrives avec une carte, tu te dis, il a un terminal, tu payes. Alors, notamment, probablement grâce à CB, qui est pas vraiment, j'imagine, partout en France. Mais au tout début de Conto, c'est plus du tout le cas. Hein. Maintenant, je précise que Conto est un de mes sponsors sur Génération Liturcel en particulier. Mais au tout début de Conto, j'arrivais dans une station-service. Alors particulièrement, il y avait une station-service quand j'allais dans le nord de la France où voilà, ça marchait pas parce que c'était Mastercard. Et comme il ne devait pas avoir Mastercard plus CB, donc j'ai vu que Mastercard en plus fonctionnait pas dans toute la France, dans tous les trucs. Maintenant, j'ai plus jamais eu un incident de paiement depuis 2 ou 3 ans, je dirais. Mais il faut en plus se déployer, j'imagine. C'est pas que sur tous les terminaux de paiement, c'est ça? Alors, c'est un sujet qu'on voit pas trop en France, mais effectivement qui peut poser problème à l'international. Tous les commerçants sont pas forcément Visa et Mastercard. Et donc, parfois, ça a été aussi un gros sujet lors des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques étaient sponsorisés par Visa, et que dans tous les sites olympiques, il fallait payer en Visa. Si on voulait acheter un coca ou une bière, il fallait payer en Visa ou en cash. Donc tous les possesseurs de Mastercard qui n'étaient pas informés dans le baba. étaient bien mal. Et après, il y a un autre sujet que tu viens d'évoquer, qui est le sujet des stations-service, qui est souvent un sujet qui est remonté par les possesseurs de cartes bancaires un peu récentes, parce que les stations-service et dans une moindre mesure les péages, ça peut aussi poser problème, puisque beaucoup de nouvelles générations de cartes bancaires sont à autorisation systématique, c'est-à-dire que la carte va systématiquement aller voir sur ton compte si tu as l'argent. Et à l'inverse, beaucoup de stations-service ne sont pas forcément connectées 24 heures sur 24 au réseau bancaire. Okay. C'est-à-dire que si tu vas faire ton plein à 2 heures du mat', peut-être que le fil entre la banque et la station-service va être déconnecté jusqu'à 8 heures du mat'. Et dans ce cas-là, tu auras du mal à faire ton paiement. Ça paraît lunaire. Tu dis achète-toi un Starlink bébé, mais c'est très rare, mais ça existe encore en France. Ok, compris. Et par extension, j'en ai jamais eu. On en parlera tout à l'heure, mais Amex, en revanche, j'ai refusé dans plein d'endroits. Il y a plein d'endroits, quand je vois mes potes avec des Amex, vous prenez l'Amex, c'est genre la question que tu poses à chaque fois. L'Amex est très souvent refusé dans beaucoup d'endroits parce que tout simplement les commissions, et c'est là où on retrouve un peu le système américain, les commissions sont 20 fois plus élevées que celles qu'un commerçant va payer quand tu payes avec CB, Visa ou Mastercard. Alors, parlons de ça justement, les commissions et comment ça fonctionne. Quel est le business derrière, avant de m'expliquer quelles sont les meilleures cartes et combien. Parce qu'on va comprendre comment tout ça fonctionne. Pourquoi Amex est plus cher? Pourquoi qui paye quoi? Comment? Alors, c'est le commerçant qui paye tout le temps en fait. C'est le commerçant qui paye et qui va défalquer ça sur les prix de vente de ses produits. Donc quand tu vas faire un paiement, on va dire chez Carrefour, tu payes 100 € à la caisse de Carrefour, la banque de Carrefour va payer ta banque pour lui avoir permis de faire cette opération, pour lui avoir donné les outils qui permettent de transférer l'argent de ton compte bancaire vers le compte bancaire de Carrefour. Et ça fait l'objet de ce qu'on appelle une commission interbancaire, qui est complètement réglementée. Et c'est pour ça que je disais que la différence entre crédit et débit est importante, puisque quand c'est une opération par carte de débit, le banquier de Carrefour va donner 0,20% de la transaction à ton banquier. Donc 20 centimes sur 100 €. Okay. Exactement. Et quand c'est une opération de crédit, c'est 0,30%. Ça paraît pas grand-chose, tu peux te dire 20 centimes ou 30 centimes, c'est 10 centimes d'écart. En fait, c'est 50% de plus. C'est 50% de plus sur des volumes qui sont évidemment immenses, puisque c'est toutes les opérations de paiement au quotidien. Sachant, on ne l'a pas dit, mais que la carte bancaire, c'est la grande majorité des opérations bancaires du quotidien. Donc, j'ai imaginé, pour
un commerçant, enfin un Carrefour national, je sais pas, j'ai une bêtise, mais il fait 100 millions par jour, ça doit pas être loin de la vérité. Mm. Dans un cas, il paye 200 000, dans un cas, il paye 300 000, quoi. Hein. Donc, Ça fait une sacrée moi, je les différence. prends, les 100 000 d'écart, si Ouais. quelqu'un n'en veut pas, et par jour. Et à la fin de l'année, voilà, ok. Et donc ça, la commission interbancaire, tu me dis, c'est entre les banques. Ouais. Mais donc, il est où le prestataire de carte, en fait, là-dedans? C'est le prestataire de carte qui perçoit ça? Alors, le prestataire de la... Si Visa est chez Ouais. BNP Ouais. et Carrefour, si Carrefour est chez Crédit Agricole et que le client est chez BNP, c'est entre BNP et Crédit Agricole ou c'est Visa qui prend ça? Alors, c'est entre BNP et Crédit Agricole, et derrière, une partie de ce pourcentage est redistribuée à Visa et Mastercard, chaque banque ayant des contrats avec ces entités-là. Ok. Donc j'imagine que à un moment, tu peux négocier quand tu es Carrefour, parce que tu es un gros, Exactement. dire aux banques et aux prestataires de cartes, bon, si fais payer trop cher, je vais plutôt utiliser CB, je vais plutôt utiliser Visa en priorité, Ouais. ou dire, ah ben non, Amex, je prends pas parce que t'es trop cher, quoi. Mm, C'est ça. tout à fait. C'est Quand ça. t'es tout petit et que t'es un chauffeur de taxi, tu prends ce qu'on te donne, c'est ça en fait. Oui, bah, c'est le problème général du petit pro. Alors, Ouais. c'est un sujet qui est très actuel et sur lequel on travaille beaucoup aussi. Le pro étant un pro dans son domaine, mais pas forcément un pro de la négociation avec sa banque, et n'ayant pas forcément les moyens de négocier avec sa Y a banque, pas de poids, ouais. il va prendre ce qu'on lui donne, en faisant maintenant jouer la concurrence un peu plus que par le passé. Et par contre, les banques, les grosses banques et les gros facturiers, comme on les appelle, ont beaucoup plus de pouvoir de négociation, et les banques peuvent négocier à la fois les frais de carte bancaire avec Visa et Mastercard, mais aussi les caractéristiques de la carte et les assurances qu'on met dedans. Bon, à la fin, tu te dis 0,20%. Finalement, c'est pas grand-chose. Typiquement, moi, je prends dans des business que je connais par mon réseau, de boulangerie ou de choses comme ça, gérer du cash dans des sommes Ouais. astronomiques de temps en temps, si tu es bien placé, le sécuriser, l'emmener à la banque, tous les jours, en récupérer, pas t'en faire voler parce que tu t'en fais voler, Ouais. pas d'avoir d'erreurs, moins d'erreurs, etc. Les 0,20%, je les paye tous les jours. Il n'y a pas de souci. Oui, mais les 0,20%, c'est ce que les banquiers gagnent entre eux. C'est pas forcément ce que le banquier fait payer aux professionnels. Ah. Et c'est pour ça qu'on a notamment le sujet Ah. on a le sujet du paiement par carte bancaire dans les petits commerçants, chez les petits commerçants et dans les boulangeries par exemple. Oui. C'est que un boulanger qui va vendre sa baguette 1,20 €, très souvent, il va payer, je ne sais pas, 5 centimes plus un petit pourcent sur chaque opération. Et là, ça fait beaucoup d'argent. Et là, Ça fait beaucoup d'argent pour lui. Là, tu es plutôt à 5%, 4-5%, quoi, Voilà, du coup. et 4-5%, c'est une belle partie de la marge du boulanger, Ah bah oui, et c'est c'est ça. pour ça qu'il grogne un peu quand tu vas payer tes 2 baguettes avec ta carte bancaire, parce que globalement, il fera quasiment une opération blanche dessus. Ils grognent plus maintenant, mais alors soit ils ont renégocié, mais en effet. Il y a eu pas mal de pression des pouvoirs publics pour que Parce ça qu'en se effet, voilà. démocratise, quoi. Mettez-vous à la place du boulanger, hein, juste pour ceux qui sont moins business, tu dis 4-5%, ça passe. En fait, un boulanger, si à la fin de l'année, il fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, sa marge nette, une fois qu'il s'est payé, etc., s'il fait 30 000 euros, donc on va dire 10% Ouais. de marge, bah, c'est pas mal. Mais si là-dessus, tu lui dis, bah, en fait, sur le total, j'en prends 5, c'est la moitié de sa marge. Donc il va passer de 30 000 à 15 000. Là, il est dégoûté, il bosse quasiment gratuit, quoi. Oui, c'est Donc, des gros montants pour eux, hein. ouais. Ok. Donc ça peut être vraiment ça, 5% pour des petites transactions? Ah ben oui, parce qu'il y a notamment, évidemment, toutes les transactions qui ont un minimum forfaitaire ou un montant fixe seront relativement plus importantes pour un petit paiement. Le boulanger, encore une fois, c'est 1 ou 2 euros Le tabac, très souvent. Ouais, le tabac, c'est pour ça que notamment dans beaucoup de tabac, on ne peut dit pas acheter 10, moins de 15 2 ou euros 3. minimum, ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Ça permet de limiter un peu la casse. Mais sur des tout petits montants, dès qu'il y a des frais fixes, c'est fini, quoi. Ok. Alors là, on est sur les frais de la carte, sachant que si je comprends bien, il y a un autre truc qu'on voit pas qui s'ajoute de ce côté-là, et après on va venir du côté du consommateur, c'est quand même le terminal de paiement. Parce que
Ouais. Les SumUp, Ingenico, je vais en chercher d'autres, hein, mais il y en a un aussi, Square, que Voilà. j'adore, moi. Mais eux, ils te prennent aussi, hein, une commission à chaque fois, non? En Oui. plus Alors de la carte. là aussi, ça dépend. Beaucoup de choses sont négociées, sont négociables. Effectivement, sur le terminal de paiement, tu peux soit acheter ton terminal, soit le louer. Donc Hmm. ça fait Petite différence, ouais, toujours. oui, et puis des frais à payer régulièrement. Et puis tu as des frais par opération. Donc tout ça s'ajoute. Effectivement, tu as les frais de la carte, tu as les frais du terminal. Donc mis bout à bout, ça peut faire un peu d'argent. Donc surtout les petits commerçants, si tu te dis en fait entre 3 et 5% qui partent pour Ouais, tous ces prestats, c'est à ouais. peu près ça, quoi. Alors très honnêtement, j'ai pas le chiffre, mais Hmm. oui, je pense que ça va largement. Il y a eu quand même du progrès parce que les Square et compagnie, pardon, les Square et compagnie qui sont arrivés sur le marché ces 5-10 dernières années ont quand même énormément baissé les frais. Ouais, Et tu fais de la alors, compétition. Ouais. exactement, ça fait de la concurrence et aidant ça avec l'essor des nouvelles banques en ligne pour les pros, ça a quand même bien fait baisser le tarif, mais aujourd'hui, je le disais, les pros ne sont pas forcément des pros de la banque Hmm. et beaucoup de commerçants ne savent pas encore que ce genre de solution existe et pourraient faire largement baisser leurs factures. Ok, c'est assez clair. J'avais une dernière question là-dessus. Oui, ou une remarque, c'est que pour beaucoup de professionnels, on parle de boulanger, on parle de chauffeur de taxi, Mm. il y a quand même, tu dis, même si c'est 2%, si tu arrives, tu l'impactes un peu sur les prix, et puis à la fin, ça fait partie du truc. Les boulangers, ils l'impactent sur les prix. Les chauffeurs de taxi, c'est réglementé, c'est un peu différent, mais ce sera impacté d'une manière ou d'une autre à un moment, Ouais. donc c'est OK. Il y a quand même un gros truc pour eux qui est très embêtant, qui devient peut-être une norme, et ce qui est peut-être bien, mais in fine, c'est que le cash, il y a un petit côté sympa quand tu es commerçant, c'est que tu déclares pas tout, quoi. Alors ça, c'est une réalité Ouais. qui n'existe quasiment plus. Mais moi qui me rendais malade chez les chauffeurs de taxi notamment, qui acceptent zéro carte, même sur des gros montants, quoi. Oui, oui, c'est clair. Il y a toujours, dans le domaine des professionnels, le cash, ça sert toujours comment dire, de soupape d'ajustement sur le résultat final dans le mois. Et évidemment, les pouvoirs publics l'ont bien compris Ouais. en limitant de plus en plus les paiements par cash et en faisant tout passer par des canaux numériques qui font qu'on peut tout tracer si jamais il y a un contrôle, quoi. Ok, très clair. Euh, alors maintenant qu'on a compris comment tout ça fonctionnait, qui payait, toi tu dis finalement c'est le consommateur à la fin. Et moi, si je suis consommateur et que je paye tout en cash, on me fait pas de remise de 4-5%. Je pourrais la demander, hein, mais tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est Ouais, que ouais. c'est le consommateur qui est, au sens large, même celui qui paye en cash, il paye pour ceux qui utilisent la carte, quoi. Oui, aujourd'hui c'est interdit. Alors c'est des choses qu'on voit aux États-Unis, au Royaume-Uni par exemple. Tu prends des billets d'avion chez Ryanair au Royaume-Uni, on va te faire payer des tarifs différents que tu payes, alors pas en cash parce que ça sera en ligne, mais entre Visa, Mastercard et surtout Amex. Tu paieras 5% plus cher si tu payes avec Amex parce que Ryanair te refacture directement les frais qu'Amex leur fait payer. Ben, je comprends maintenant. J'étais dans un liquor store, enfin j'avais un peu compris, hein, je Mm. subodorais le machin, mais à Los Angeles récemment, j'ai acheté 2 bouteilles de champagne et j'ai payé en carte parce que j'avais pas de cash, parce que là-bas j'ai jamais retiré de cash là-bas. Et en fait, il m'a fait payer genre $7 de plus, quoi. Ouais. C'est pas étonnant parce qu'en plus le niveau de commission, là on parle de 0,20-0,30% en Europe. Aux États-Unis, tu peux multiplier par 10 très facilement, quoi. Honnêtement, je dis $7 de plus, mais je pense que c'est quasiment $200 parce que évidemment le champagne de base ça coûte cher. Ouais. Et je pense que j'étais plutôt à 15 ou $20 Ouais, de ouais. plus. Non, Enfin, non, c'était vraiment c'est pas étonnant. énorme. Mais pour revenir à ton point, on paye pas moins cher quand on paye par cash parce que c'est interdit, mais aussi et surtout parce que en fait le cash c'est quand même super pénible à gérer pour les commerçants, c'est risqué. Il y a des faux, il y a évidemment des braquages, il y a de la manutention à faire. Les banquiers aussi facturent aux commerçants le fait d'aller déposer du cash. Il y a du vol, hein, aussi, c'est-à-dire Ouais, bien au-delà sûr. de sécurisation, Mm. pas que des clients, il y a des erreurs, il y a Il du y a vol des c'est du collaborateurs, temps il y a des dans les passé, bars, dans les trucs, ouais. c'est des allers-retours à faire. Ouais. J'ai été guichetier au début des années 2000 chez BNP en job d'été. Tu avais les commerçants qui venaient 2 fois par jour pour déposer du cash. Ils y passaient quand même un certain temps, quoi. Ouais. Ok, donc on va chez qui? On prend quoi comme comme carte bancaire du coup? Eh ben, Euh, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux en faire et de tes besoins et aussi de tes habitudes de consommation et surtout du fait que tu sois à l'aise ou pas avec les outils numériques.
Aujourd'hui, évidemment, la grosse différence entre deux tarifs, elle est évidemment entre les gammes de cartes, mais aussi entre, d'une part, les banques en ligne et les banques traditionnelles. Je dis banque en ligne, mais c'est néobanques, toutes les banques qui sont à fond sur le digital et qui n'ont pas d'agence. Ok, alors tu dis banque en ligne et néobanque, tu as fait une différence. D'ailleurs, même néobanque, je suis pas sûr qu'on puisse se dire les comptes en ligne ou les comptes. Oui, Voilà. c'est ça. Enfin, c'est une différence un peu marketing qui existait il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a un peu disparu. La néobanque par rapport à la banque en ligne, c'était vraiment la banque qui était plutôt 100% mobile que 100% en ligne, parce qu'il n'y avait même pas forcément de site internet, d'espace client sur les sites internet. Et puis, c'était des comptes en banque qui étaient beaucoup plus limités, où on faisait vraiment du compte du quotidien avec de la carte bancaire. Mais tu prends en effet, par exemple, un conto, ils disent un compte pro, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire banque, ou même néobanque, parce qu'ils n'ont pas le statut de banque. Voilà, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire de crédit, c'est des statuts européens qu'il faut avoir, qu'ils ne veulent pas forcément obtenir maintenant, parce que ce n'est pas leur priorité. D'autres vont l'avoir, même dans les néobanques. Alors j'imagine que Revolut et N26 sont peut-être des banques. Alors, Revolut et N26 sont des banques depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Ça fait pas si longtemps. Pas si longtemps que ça. Mais effectivement, beaucoup de néobanques, les dernières banques en ligne ont commencé par être des établissements de paiement qui sont juste, entre guillemets, il y a quand même du boulot, qui sont juste des établissements qui s'occupent de faire les transactions. Donc, c'est un compte bancaire pour vous avec des moyens de paiement, mais ça ne va pas plus loin. Et notamment sur les établissements de crédit, les établissements de paiement, ils n'ont pas le droit de faire de découvert puisque le découvert est une forme de crédit. Donc, quand vous avez une carte d'un établissement de paiement, vous n'avez pas de découvert, vous avez un petit découvert technique parce que pour les histoires d'offline dont je parlais, où ça peut dépasser de quelques dizaines d'euros, mais c'est pas beaucoup plus. Pas de débit différé, pas de trucs pas de comme débit ça. différé, non, c'est vraiment du débit. Ok, je sais pas si Sumeria est une banque, tu sais, je pourrais vérifier. Je ne sais pas. On vérifiera. Et en l'occurrence, ok, donc là-dessus, tu vas avoir différents prestats. Moi, ce que je comprends, c'est que ce qui m'intéresse, ou ce que j'ai cherché pendant longtemps, sur des Gold, des premiers, des je sais pas quoi, je sais plus comment ils les appellent ça, eh bien, des infinites, voilà. Ou des World Elite, ça dépend si on parle de Mastercard, de Visa. Et c'était aussi les assurances, c'était aussi tous les côtés annexes. Donc, en fait, si on commence du bas, tu as la carte bleue normale, qui normalement doit coûter combien ? Alors, si on parle encore plus du bas, tu as la Electron ou la Maestro, qui est vraiment la carte de base, plutôt pour les jeunes ou plutôt pour les gens qui sont vraiment ric-rac au niveau argent, ce qu'on appelle des cartes à utilisation systématique, où déjà les plafonds de retrait et de paiement sont très très limités, et puis à chaque fois que tu fais ton paiement, ça va interroger ton compte, et si jamais il n'y a pas l'argent, le paiement passe pas. Donc tu peux pas creuser tu peux pas faire de découvert et évidemment pas le creuser. Ça peut être un peu gênant puisque si tu te retrouves à l'Intermarché du coin et que tu peux pas payer tes courses, tu te retrouves à la caisse à pas savoir quoi faire. Bon, ça c'est vraiment la base. Si t'es au péage, c'est vraiment relou quoi. Au péage, c'est extrêmement relou puisqu'il faut aller sortir de la voiture, etc. Négocier avec le cabanon d'à côté. Donc ça c'est vraiment pénible. Mais bon, globalement c'est des cartes qui concernent peu de gens et qui ne sont pas forcément recommandables. Si on parle de la Visa classique ou de la Mastercard, tout court, c'est la carte de la majorité des Français aujourd'hui. C'est une carte de base, très bien, avec un montant de retrait de paiement qui est suffisant pour le quotidien, qui n'est pas forcément adapté pour les... T'as acheté un Range Rover ? Non, tu pourras pas, il faudra faire un virement, ou même pour partir à l'étranger, parce que... tu achètes un billet d'avion à 1 000 €, tu n'as déjà plus que 1 000 € pour finir ton mois en termes de dépenses. Donc, il faut faire un peu gaffe au niveau des plafonds. C'est 2 000 € les plafonds ou ça varie mais... Ça varie toujours. Globalement, tu dois pouvoir retirer aux alentours de 500 000 € selon les banques. Et en paiement, ça tourne autour de 2 000 2 500. Et c'est ton banquier qui choisit ça, les plafonds ? C'est lui qui le place en fonction de la carte ou c'est Visa C'est négocié entre le banquier et Visa ou Mastercard. Tu as des plafonds de base, sachant que exceptionnellement, tu peux modifier tes plafonds. Alors après, ça dépend des banques. Il y a des banques, tu peux le faire sur ton appli gratuitement en 5 secondes. Et d'autres banques où c'est plus compliqué et ça peut être payant. Okay. Alors, par contre, tu parlais des assurances. Ces cartes-là, les assurances, il n'y en a quasiment pas. En fait, il y a juste, entre guillemets, encore une fois, une assistance qui fait que si jamais tu as un gros pépin de santé
à l'étranger, on peut te rapatrier. Alors, généralement, tu seras plutôt rapatrié en classe éco, mais on te ramène en France pour te soigner. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose sur les assurances, sur les cartes classiques, donc Maestro ou Visa classique. Ok. Donc, ça doit coûter combien, ça? Ça coûte 5 balles par mois, quoi. Alors, ça coûte une quarantaine d'euros par an, donc oui, un petit peu moins. Ça, c'est dans les banques traditionnelles. Dans les banques en ligne, il y a énormément de cartes qui sont gratuites. C'est vraiment la base. Tu as plusieurs modèles. Tu as le modèle type Boursobank et Fortuneo où toutes les cartes sont gratos. Et des modèles type Hello Bank, Before Bank, etc. où tu as une première gamme de cartes où c'est gratuit. Et là, typiquement, tu auras les cartes classiques. Et par contre, si tu veux passer à de la gold, là, tu paieras un forfait de 5 euros par mois, qui sera toujours nettement moins cher que dans les banques traditionnelles. Et ceux qui font les cartes gratuites, en fait, ils se rémunèrent sur les transactions, c'est ça? Ils se rémunèrent sur les transactions et ils se rémunèrent en essayant de te vendre d'autres produits en parallèle ou en essayant de te faire monter en gamme dans les années suivantes. Ok. Donc c'est de l'investissement sur l'avenir, quoi. C'est de l'investissement sur l'avenir ou de la vente d'assurance vie ou de crédit conso, des choses comme ça. Ok, on te fait ouvrir un compte et derrière, on te lock. Ok, si on passe au-dessus, alors si je me fais convaincre, pourquoi j'irai au-dessus d'ailleurs? Pourquoi j'irai chercher une gold ou un autre... Alors pourquoi on va au-dessus T'as quoi toi? Moi j'ai plein de trucs. J'en ai 3 ou 4. J'ai une gold et 2 classiques. Et j'ai même une carte que je n'utilise que pour faire des paiements sur Internet, sur un établissement de paiement sur lequel, si jamais je me fais frauder ma carte, voilà, je mets 200 balles par mois. Et si je me fais frauder, comme c'est un établissement de paiement, on ne pourra pas me piquer plus de 200 balles par mois et il n'y aura pas de souci. Donc pourquoi on passe à des gold ou à des visas premiers? Pour 2 raisons. La première, c'est le plafond de paiement. Voilà, sur une gold ou une premier, les plafonds, c'est plutôt aux alentours de 5 000 euros par mois. Donc ça peut être pas mal quand on a des gros voyages ou des grosses dépenses. Et puis la deuxième raison, c'est les assurances, puisque à l'inverse de la classique où c'est très très basique, sur les gold et les premiers, tu as vraiment énormément d'assurances et beaucoup d'assurances qui peuvent te permettre de ne pas avoir à acheter des assurances par ailleurs. Donc c'est une manière de faire des économies, surtout que là encore dans les banques en ligne, ces cartes peuvent être gratuites. Donc tu vas avoir gratuitement une carte bancaire qui est beaucoup plus haut de gamme que ce que tu aurais dans une banque traditionnelle avec agence. Et en plus, tu vas avoir des assurances qui vont te permettre de ne pas prendre des assurances par ailleurs. Donc c'est une double économie. Ok. En effet, moi j'ai commencé sur la gold et principalement les gold, je sais pas, il y a 15-20 ans, parce qu'en fait, quand je louais des voitures ou quand j'allais au ski, tu prends jamais la petite assurance de plus. Et en fait, il y a des moments où moi je louais pas mal de voitures. Le ski, j'y vais tous les ans finalement. Alors notamment quand tu es en famille, le ski, la petite assurance carré-neige, je sais pas si c'est pas 10 balles par jour. Enfin, c'est peut-être 3, mais même si c'est 3 ça fait un petit coup quand même, et que tu es à 5, ça fait 15 euros par jour. Fois une semaine, tout de suite, tu le sens passer. Et en fait, ça te couvre largement le prix de la gold. Sur les voitures de loc, en l'occurrence, c'est plutôt 10 ou 15 euros par jour. Ça, cette fois-ci, c'est vraiment ce genre de truc. Donc, en fait, si tu cumules les deux dans l'année, tu es largement bénéficiaire avec une gold. Cependant, je dois quand même te dire que alors, j'ai eu des très belles... moi, ça me laisse dubitatif. J'ai eu des très belles couvertures sur notamment... une voiture qu'on a éclatée avec un de mes potes. Enfin, c'est mon pote qui l'a éclatée, c'est pas de ma faute. Bien sûr. Non, c'est vrai. il y a quelques temps. Alors, non, d'ailleurs, le truc rigolo, c'est que c'était une gold. Alors, faire gaffe, tout le monde. C'était une gold qui était émise par HSBC en Angleterre. Et en Angleterre, ils n'ont pas les mêmes assurances. C'est pas du tout les mêmes principes. Donc, faites très attention si vous écoutez de l'étranger où vous avez. En fait, la voiture n'était pas couverte. Ça nous a coûté. Donc dubitatif 1, c'est que c'est pas toujours pareil. Donc, il faut quand même un peu vérifier banque par banque, etc., ce que tu as dans ton contrat. La deuxième, non, en revanche, sur une rupture des croisés que j'avais fait, j'avais été super couvert. Ils avaient insisté taxi, ambulance, première, etc. Donc, t'es rapatrié Royal Hobart, t'es proche pareil. Enfin, là-dessus, j'ai 2 trucs à dire. La première, c'est que les gold pour les locations de voitures, c'est très bien. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel il faut faire gaffe, c'est que notamment en Amérique du Nord,
T'as beau avoir une Gold, si c'est une Gold qui n'est pas une carte de crédit, ils vont avoir du mal à te l'accepter parce qu'ils ont tellement la culture de la carte de crédit qu'ils vont considérer que ta carte, même Gold, ne sera pas une carte légitime, alors même qu'elle a toutes les assurances qui vont bien derrière. Ok. Donc c'est pour ça que le débit différé sur une Gold, il peut être intéressant parce que tu as marqué crédit dessus et que quand tu vas au Canada ou aux États-Unis, la Gold, ils connaissent parce que ça existe là-bas. Et il y a marqué crédit dessus, donc il n'y a pas de souci. Parce que c'est marqué crédit sur ma... Ouais. Et le deuxième élément, tu parlais de tes ligaments croisés. Alors, ce n'est pas vraiment de l'assurance, là, c'est de l'assistance, parce qu'il y a l'assurance et l'assistance, c'est deux notions différentes dans les cartes. On voit clairement la différence entre un assureur et un assisteur. Les gens qui ont des problèmes de santé à l'étranger, ils appellent leur assisteur, voilà, des Europe Assistance, Mondial Assistance, etc. Tu vois que tu n'es pas dans la même philosophie et les gars, ils sont vraiment là pour te sortir de la merde. Et alors, j'ai beaucoup de témoignages, très clairement, tu les appelles, les gars, ils prennent tout en charge. Ils sont payés pour ça. Franchement, franchement, chapeau, boulot assez admirable, je tenais à le souligner. Ben ouais, mais moi je vais te dire un truc, c'est que j'ai eu 2 expériences là-dessus, donc celle des ligaments croisés royal, etc. Mais c'était, alors peut-être que j'ai pas fait le bon truc, j'ai pas appelé mais j'avais appelé, à chaque fois j'appelle le numéro qui est sur la carte en fait, quoi, tu vois. Ouais. Et là, l'année dernière, ma fille qui a eu un accident au ski, et j'ai appelé la carte, donc tu vois, je suis sur Visa chez BNP, et en fait, bon, c'est ni Visa, ni, enfin, je sais pas, enfin, c'est quand même leur truc, c'est eux qui me la vendent à la fin, moi je m'en fous. Hein. Bien sûr. Et ben, je suis passé par mon assurance habitation, parce que quand je les ai appelés, j'ai appelé les deux parce que je voulais voir quel était le plus simple, ils ont tout géré, en fait. Et chez Visa, en fait, rien. Enfin, c'était nul. Et c'était un accident en France ou pas? C'était un accident en France, alors hors piste, mais pendant un cours, donc je sais pas, mais en l'occurrence... Normalement, si c'est encadré, c'est censé être pris en charge. Et c'est censé être pris en charge. Et mon assurance habitation, AXA, non, c'est autre chose, grâce à moi, je sais plus comment c'est. Et ben... ils l'ont pris en charge facilement et sur la carte c'était relou. Et là je me suis dit attends, donc je paye pas le carénage, très bien, mais je paye cette carte qui me coûte quand même cher et c'est pas eux qui m'ont couvert. Donc à la fin tu te dis est-ce que je vais pas retourner sur une CB je pense que paradoxalement tu aurais été mieux assisté à l'étranger qu'en France pour le coup. Ouais, mais en fait, ça saule, tu vois. À la fin, il y a un moment, il faut bien surtout faire le job. Surtout sur une carte très haut de gamme où normalement, alors, on est censé ne vraiment pas t'embêter. Parlons-en. Moi, je suis sur une carte infinite, donc qui coûte quand même un bras. Je sais pas combien ça coûte une carte infinite. Ça coûte, selon les réseaux, 300-350 € par an, quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours moins cher dans les banques en ligne, c'est peut-être la moitié prix. Encore que, mais oui, ça coûte quand même une petite somme. Ouais. Alors, tu vois, je sais même pas combien il me coûte. En l'occurrence, je l'ai négocié il y a quelques années. Quand j'ai voulu l'arrêter, mon banquier m'a convaincu de la garder parce que j'avais vraiment un bon prix qui était genre inférieur ou au prix d'une carte gold, premier, voilà. Bon, et ça sert à quoi? J'ai l'impression que ça sert à rien, juste à laisser la conciergerie, en fait, c'est tout. Bah, effectivement, moi, c'est pas forcément une carte que je recommande pour le commun des mortels. J'en étais sûr. Non, il y a quand même des plafonds. Après, il faut regarder dans le détail. C'est pas toujours le cas, mais les plafonds généralement sont quand même plus élevés. Les plafonds de garantie sont quand même plus élevés. Là, je peux acheter un Range avec ma carte. Quoi. Oui, j'en achète tous les 2 jours. Comme je vais à la boulangerie chez Range Rover souvent. Moi, toi, tu parles de plafond de paiement. Moi, je parlais de plafond d'assurance. Okay. Tu peux acheter un Range avec ta carte infinite. Tu peux louer souvent un Range avec une carte infinite, alors que tu vas pas pouvoir le faire avec une Gold. Okay. Beaucoup de locations de voitures de luxe sont pas couvertes par les Gold. Parce que potentiellement, les montants à rembourser sont trop importants. Donc ça, tu peux le faire. Mais effectivement, le gros argument commercial de ces cartes-là, c'est surtout le service de conciergerie. Sachant qu'en réalité, quand tu regardes les statistiques, le service de conciergerie est quasiment pas utilisé. Il me semble bien que c'est Revolut, d'ailleurs, qui sur sa carte métal a fini par le laisser tomber. Parce qu'en réalité, c'était un peu du bullshit, quoi. Bah, surtout que en fait, je les appelle pour faire des réservations dans les restos où c'est difficile d'avoir une réservation parce que c'est un peu ce qu'ils vendent de temps en temps. Et en fait, ils les ont jamais. Donc, tu vois. Je sais pas quelle est vraiment la possibilité d'action du service de conciergerie. À la fin, plutôt que d'appeler le service de conciergerie, tu appelles le resto direct. C'est plus simple, tu vois. Donc, ok. C'était vraiment le truc en plus. Très clair. On va. Pardon, je voulais. Juste sur les assurances, il y a aussi un aspect qui est hyper important. On parlait de l'assistance, mais l'assistance, c'est pour te faire rentrer chez toi, généralement. Il y a quand même l'assurance santé qui est extrêmement importante et qui est une grosse différence entre la Visa classique et la Gold.
puisque sur la classique, tu tombes malade aux États-Unis, avec une classique, tu es couvert à hauteur de, de 10-15 000 euros, alors qu'avec une Gold, tu es couvert, selon les établissements, entre 150 000 et 300 000 euros. Sachant qu'il faut juste vous dire qu'aux États-Unis, j'allais y venir. 10-15 000 euros, c'est une journée d'hospitalisation. Exactement. Une journée d'hospice, c'est entre 5 000 et 10 000 dollars quand tout se passe bien. C'était une opération, un truc, tu pars dans l'espace, quoi. Donc vraiment, si tu es très malade aux États-Unis et que tu peux pas rentrer, parce que des fois tu n'es pas transportable, il vaut largement mieux avoir une Gold, parce que là, sinon tu vas te vendre ta maison, quoi. Exactement. Ça va être ok. Donc en gros, tu fais du ski, tu loues des voitures. Tu vas en Amérique du Nord. Tu fais des voyages. Tu fais des voyages en Amérique. Voilà, il y a d'autres choses. Je disais des voyages parce que dans la Gold, tu as des assurances, annulation de voyage, perte de bagages, beaucoup de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, remboursent largement le prix de la cotisation. Donc voilà, si tu restes en France, que tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu n'en dépenses pas beaucoup, que tu vas pas au ski, que tu fais pas de voyage ou que tu fais juste des voyages dans ta voiture, etc. Pour ça, une classique, c'est très bien. Tu es sur ta carte classique. Ouais. Les autres cas de figure, une fois par an au ski et une location de voiture, voilà. Et puis, d'ailleurs, on dit le ski, mais parce que c'est accidentogène. Ouais. Mais si tu as un accident en vacances en Corse, ça marche aussi ou... Oui, ça marche. Tu peux appeler l'assistance. C'est l'assistance normale de ta carte bancaire. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en fait, tu peux te faire rapatrier parce que tu t'es cassé la jambe en Corse, quoi. Parce qu'en France, d'une manière générale, tu as quand même la Sécu qui te couvre très largement. Mais elle te ramène pas en première, quoi. Elle te ramène pas. Alors, la Visa classique va pas te ramener en première non plus. La Gold, peut-être, ça dépend des établissements. Mais effectivement, ça marche aussi pour ça. Quand je suis rentré des États-Unis récemment, avec Air France comme partenaire, il y avait quand même des gens qui se faisaient rapatrier en business. Et en effet, et les proches aussi d'ailleurs, ils étaient très contents. Oui, c'est l'avantage aussi de ce type de carte un peu haut de gamme, c'est que tu peux être rapatrié en première et ton entourage peut être aussi rapatrié. Ou alors, si tu dois rester sur place, ils payent la chambre d'hôtel de ton proche, etc. Il y a un grand absent pour l'instant de tout ça qui est cher aussi, dont on n'a pas trop parlé. C'est American Express. American Express, oui. Ouais. C'est quoi le délire d'American Express? Pourquoi on va chez eux? Alors, historiquement, on va chez eux pour avoir des miles avec Air France. Ça marche hein, quand même. Ouais. Si tu dépenses beaucoup, tu peux avoir beaucoup de miles. Ouais. Alors, apparemment, c'est quand même moins sympa qu'il y a quelques années, mais effectivement, ça marche toujours. Au-delà de ça, non, les services d'American Express, les garanties peuvent être plus élevées sur les assurances notamment. C'est quand même plus haut de gamme en moyenne que les cartes Visa et Mastercard. C'est très bien pour les États-Unis où le réseau d'acceptation est très bon. Pour le reste, en général, c'est pas non plus la première. S'il fallait ne choisir qu'une seule carte, ça serait clairement pas une Amex qu'on prendrait. Alors, ce que je pourrais ajouter, j'en ai jamais eu, j'ai pas de partenariat avec eux. Ce que j'ai compris quand même, c'est que j'ai un ou deux potes qui sont des vrais barres de fer, hein, qui dépensent, qui vont pas dépenser un truc extra pour rien, qui ont des Amex et puis des Amex un peu haut de gamme, parce qu'en fait, ils ont des... Alors, faut un peu s'emmerder à avoir des remboursements, mais ils ont inclus un abonnement Netflix, un restaurant, je sais pas, des bons restaurants, hein, pas un KFC, quoi, mais... sans rancune KFC ou McDo, mais un vrai gros restaurant, une vraie chaîne. Ils ont des tas de choses remboursées. Ils me disent à la fin de l'année, en fait, je suis gagnant. Oui, effectivement, la grosse particularité du réseau Amex, c'est qu'ils ont des gros programmes de fidélisation, de récompenses. Ils ont beaucoup de réseaux... Si tu vas vraiment les chercher... C'est un peu comme les chasseurs de coupons. Tu vas les chercher, puisque tout simplement sur ton espace client Amex, le premier truc qui apparaît quand tu arrives, c'est le nombre de points Amex que tu as accumulés. Et après, tu as une incitation à utiliser ces points dans tel ou tel réseau pour acheter des bouteilles de vin, du champagne ou aller dans telle ou telle enseigne. Donc c'est vrai que c'est une forme de fidélisation qui marche très bien. Et on est vraiment sur un modèle très différent. Amex a des commissions beaucoup plus grosses. Et la contrepartie, c'est qu'ils te redistribuent sous forme de cadeaux comme ça. Ok, donc si tu vas un peu, si tu es un peu justement barre de fer et que tu vas un peu chercher les trucs, les avantages à fond, et que tu as un peu d'argent, tu dois pouvoir quand même bien t'en sortir sur Amex, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Ok. Globalement, tu sais pas toi qui paye la facture puisque
Tu l'as fait payer à tous les autres. Les grosses commissions d'Amex sont payées par la communauté des consommateurs et derrière, tu as des avantages en fin d'année, quoi. Ok, c'est quasiment de la carte de fidélité finalement. Tu es vraiment sur un truc très intéressant. Dans l'absolu, donc, on a compris les typologies de cartes. Si je résume, je lis entre les lignes, les banques en ligne qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de coûts fixes, de bureaux à payer dans toute la France. D'ailleurs, ils en ont fermé beaucoup, de points de vente. Et j'en vois encore deux ces derniers jours dans le 17e, là, que je passais à côté, qui n'ont pas finalement trop de salariés, etc. Ben, eux, ils ont réussi à réduire leurs coûts. Et donc, tes cartes, tu peux en avoir des gratuites ou des très peu chères. Oui, effectivement. Et c'est tout. Donc, tu vas aller privilégier. Tu vois, tu as parlé des Bourseau, Fortunéo, les Sumeria, les Gringot, les trucs comme ça. C'est bien aussi, c'est pareil, c'est pas cher. De toute façon, n'importe quelle banque en ligne sera entre 50 et 99% moins cher qu'une banque traditionnelle. Ok. Ce qui ne veut pas dire que tous les clients français ont envie de passer à la banque en ligne, parce que beaucoup de Français sont complètement rassurés par le fait qu'il y ait une agence de leur banque à côté de chez eux, alors même que quand vous avez un problème et que vous allez voir le banquier en bas, il n'aura pas forcément les pouvoirs pour résoudre votre problème et il vous dira d'aller faire un email à la direction centrale. Donc c'est totalement du psychologique. Nous, on voit ça très très régulièrement, on fait des sondages très régulièrement sur le sujet. Il y a peut-être 20-30% des Français qui passent plus d'une fois par mois, une fois par mois ou plus dans son agence bancaire, alors qu'il y a encore 80% des Français qui sont dans des banques traditionnelles. Alors moi, j'ai fait un mouvement récemment, c'est que je suis passé en fait, quasiment tous mes paiements, et même l'IBAN que je donne et tout, c'est pas pour faire de la promo, je m'en fous, il y en a d'autres. Vous les connaissez, ça peut être Revolut, N26. Moi, je le fais sur Sumeria parce qu'ils sont français, que je les aime bien, que je connais Cyril Chiche, que j'ai reçu sur mon podcast. Ouais. Mais je suis passé de mes comptes sur lesquels je verse mes salaires et les choses comme ça qui sont chez BNP à en fait un versement automatique sur Sumeria parce que c'est tellement plus pratique au quotidien. J'ai une CB pour automatique sur mon compte pour faire les paiements en ligne, une autre pour faire les trucs. J'ai les comptes en joint ou les comptes, tu vois, avec mes potes quand tu fais un week-end. Enfin, c'est tellement mieux pour pas cher. Bah, c'est beaucoup plus simple. Que je fais ça, mais j'ai pas encore pris le pli de supprimer mon Infinite qui coûte cher. Si je fais ça, alors déjà, je pense que je vais perdre des assurances parce que je suis pas sûr. Je crois que si Sumeria, j'ai une carte plus, je sais pas comment ça s'appelle, mais je dois avoir des assurances, peut-être un peu moins bien, je sais pas, tu sais pas ça. Les assurances sur les cartes Sumeria ? Ouais, la Sumeria Black, elle est aussi bien Sumeria... elle est même mieux, puisque je pense que ça fait partie des assurances, des cartes où les assurances, les plafonds d'assurance sont beaucoup plus élevés que sur une Gold. Sur une Gold traditionnelle. À mon avis, aux États-Unis, tu as le droit d'être malade un petit mois aux États-Unis. Ok, très bien. Je peux acheter un range en plus avec ça. Tu peux toujours acheter un range, le deuxième. Tous les 2 jours. Mais globalement, ce que tu décris, de plus en plus de Français ont plusieurs comptes. Ouais. Notamment parce que le deuxième compte, c'est un compte de banque en ligne ou de néobanque, enfin, appelle ça comme tu veux. Et comme globalement, ces comptes sont gratuits, ça coûte pas plus cher d'en avoir un deuxième. Okay. Donc il y a beaucoup de gens qui ont leur crédit IMO dans leur banque traditionnelle, ils continuent à avoir leur salaire qui est domicilié dessus parce qu'ils sont plus ou moins obligés, ou en tout cas ils ont un devoir moral de le faire, mais le 2 du mois, tu as la moitié de l'argent qui part dans leur nouveau compte en banque parce que c'est là où ils ont leur carte souvent gratuite et qui vont faire leur paiement derrière. Quoi. Et si j'arrête ma carte Infinite, qu'est-ce qu'ils vont gagner à la BNP ? Des commissions interbancaires en fait sur ce que je fais. Ils sont très contents si je fais ça. Effectivement, si tu arrêtes ta carte bancaire, le compte est beaucoup moins actif et il gagne moins d'argent sur les transactions. Après, il faut quand même avoir en tête la réalité du métier de banquier. On dit banquier, mais en fait c'est conseiller bancaire ou employé de banque, ce serait plutôt la réalité. Un conseiller de banque, aujourd'hui, il a 1000 ou 1500 clients, pardon.
qui ne suit pas au quotidien, il va mettre beaucoup de temps avant de savoir que tu fais plus beaucoup d'opérations et avant de prendre son téléphone pour t'appeler et éventuellement te faire la leçon, quoi. Mais il me fait la leçon, moi je m'en fous, en fait, c'est pas mon Ah problème. bah, Mais tout à fait. j'ai De rien. toute façon, à partir du moment où tu as un crédit dans la banque, il ne va pas te fermer ton compte en banque. Il faut que tu payes ton crédit et le crédit dure sur 15 ou 20 ans. Puis celui-là, il lui rapporte un peu d'argent quand même. Ouais. Voilà, et puis après, après si tu n'as plus rien dans la banque, bah là, il peut fermer le compte, effectivement. Okay. Le banquier, c'est aussi un des commerçants qui a le droit de sélectionner ses clients. Donc, c'est aussi un autre motif d'énervement vis-à-vis des Français. Mais en l'occurrence, si tu n'as plus rien qui se passe chez eux, c'est pas très grave, quoi. Ok, ça me semble assez clair. Ils se font bien challenger, les banquiers traditionnels, quoi. En fait, c'est ce qu'on dit quand même entre les lignes, quoi. Ouais, complètement. Je crois que j'ai tout couvert. Tiens, est-ce que toi, tu as une martingale à toi? Un petit péché mignon d'investissement, un truc parce que toi, tu t'envoies passer des trucs sur Monivox, Maxime. Moi, je suis dans la situation et l'âge où il faut que je garde la tête froide et je n'investisse pas n'importe où. Parce qu'effectivement, chez Monivox, des possibilités d'investissement, j'en vois passer dans tous les sens et tous les jours. Il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. Et c'est ce que tu décrivais un peu avec les cartes bancaires. Hein. Il ne faut pas avoir 15 cartes bancaires. Il ne faut pas avoir 150 investissements non plus, parce qu'à la fin, on a quand même du mal à gérer la temporalité, le niveau de risque, etc. Sinon, il faut être accompagné par quelqu'un de confiance, mais c'est un autre sujet. Ouais, mais bon, moi je suis plutôt en mode gestion libre et autogestion de mes finances. Donc j'ai pas mal de choses. Moi, l'investissement dont je suis le plus fier, en tout cas, ces dernières années, c'est un investissement que j'ai fait à titre privé sur un vieux château en ruine qui a été rénové, qui s'appelle le Méso, qui est dans le golfe du Morbihan, Okay. qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps et qui est devenu un lieu dans lequel tu peux faire tes réceptions, tes mariages, etc. Donc pour l'instant, l'investissement, je ne sais pas s'il va me rapporter, mais en tout cas, ça fait partie des investissements sympas où tu vois concrètement ce qui se passe. On est passé d'une ruine à un truc tout rénové, tout beau. On va aux AG tous les ans et c'est vraiment sympa. Il y a un site internet ou quelque chose comme ça? Oui, il y a un site internet, je ne connais pas par cœur. Hein. Vous tapez le Méso. Le Méso. Okay. Le Méso, vous le. Comment t'écris le Méso? M-E-Z-O. Ok, le Méso en Bretagne. Dans quel coin tu m'as dit? Dans le golfe du Morbihan. Okay. Très clair, merci Maxime. Ce que je voulais dire, donc voilà, j'ai cité Green God, j'ai cité Sumeria, j'ai cité, on peut penser à Helios, il y en a plein d'acteurs, tu as cité, voilà, regardez-les. Si vous voulez voir les comparatifs, vous allez tous sur Monivox. Tu as une newsletter sur Monivox ou un truc comme ça? On a une newsletter gratuite qui sort tous les vendredis, okay. où on fait le résumé de l'actualité de la semaine sur l'argent des Français. Okay. Voilà, les projets de loi sur les impôts, les nouveaux produits, etc. On parle aussi des meilleures offres de la semaine sur les comptes bancaires, les assurances-vie, le PER, etc. Et des discussions également qu'on a sur les forums qui sont assez intéressantes, notamment ces derniers temps avec les sujets gouvernementaux et de changement d'impôts, ça a pas mal bougé. Ouais. Extra. Eh bien, écoutez, allez vous abonner à cette newsletter. Moi, je trouve ça trop bien. J'aimerais trop faire développer la martingale sur des modèles un peu idoines. Je trouve ça vraiment très cool. Complémentaire, pas concurrent, peut-être plus simple. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis voilà, venez aussi sur le Discord de la Martingale parce qu'il se passe plein de choses. Je t'y inviterai si tu veux pour débattre de ces épisodes, dire si Maxime est bien ou pas, si je suis bien ou pas. Et pour nous déchirer, non, soyez sympa avec nous. On fait notre max, vous le voyez, on essaie d'être transparent. Je vous l'êtes, hein, je rigole. Et puis, merci à toi d'être venu. Merci à toi. Je sais ce que je vais faire. Je vais couper des cartes encore, quoi. Un peu de rationalisation. Ouais. Ne fait jamais de mal. Mais je crois que je suis pas si mauvais en vrai. Je fais beaucoup de banques en ligne. Et puis voilà. Et puis les grands réseaux en plus se sont quand même déployés puisque Hello Bank c'est BNP, Bourso c'est Société Générale. Oui, chacun. J'ai pas précisé, mais effectivement la plupart des banques en ligne sont des filiales de banques traditionnelles. C'est tout aussi bien régulé qu'une banque traditionnelle et même un Revolut ou un N26 qui est un acteur plus indépendant. C'est quand même du sérieux. Merci Maxime Chipoy, on te suit sur LinkedIn, je mettrai le lien, s'abonne à Monivox. C'était un grand plaisir, c'était très clair, c'est trop long, c'est de ma faute. Allez, bisous, salut.